Aujourd'hui, je vous présente Julien Beaumier. Ancien restaurateur au mindset d'entrepreneur, il a tout plaqué pour le courtage et il a explosé les compteurs. En à peine quelques années, il est devenu l'un des top performeurs du groupe Meller. C'est un gars de terrain, de chiffres et surtout de résultats. Mais c'est ça, c'est quand j'ai commencé, j'ai fait énormément de locations. Parce que j'avais que ça, j'avais pas de réseau, j'avais rien du tout, là, tu sais. Et donc, j'ai fait quasiment 2-3 années à presque 100 locations par année, parce que l'immigration était bonne. Donc, Oui. le timing était bon aussi, j'ai eu un peu de chance. Et donc, c'est ça. Donc, on s'entend que 100 locations par année, là, Mais t'en fais encore beaucoup, tu rushes. non? J'en fais encore, mais cette année, tu sais qu'ils ont freiné l'immigration, là. Mais ça fait déjà... Février. Mais depuis... encore plus, tu veux dire, par-dessus Ouais. déjà les restrictions qui existaient. Ouais, Oui. ouais. Là, février, ils ont vraiment appuyé dessus, là, de cette année, ce qui fait que là, j'en ai fait peut-être quoi, 30-35 cette année, tu Mais vois. c'est quand même un volume important de transactions. Quand tu parles de 35 locations, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de... Ah ben, la location, on s'entend que c'est pas... tu le fais pour le futur. C'est un investissement dans le futur et ça prouve toute la théorie, ça fonctionne très bien. Je regardais ton nombre d'inscriptions aussi, l'évolution. Ça vient. Ça a augmenté. Mais en fait, l'objectif de départ, parce que tu sais, comme moi j'ai toujours été entrepreneur, des plans d'action, j'ai toujours été habitué à en mettre en place. Puis tu sais, quand on est sorti de l'école, je me souviens de la première agence où j'étais, j'avais demandé, je dis, mais vous dites quoi aux jeunes quand ils arrivent pour performer dans l'immobilier? Et on m'avait répondu, faut faire du call call et du porte-à-porte. J'ai dit, bah, ok, ça c'est pas un plan d'action. Ça fonctionnera pas. C'est pas pour tout le monde en tout. Il y en a qui sont très forts là-dedans, mais c'est... Mais c'est pas un plan, ça, c'est une action. Voilà, c'est une pour action. arriver à exécuter un plan qu'on aurait fait. Parlons de tes débuts. Revenons en arrière, là. Hein? Tu es français Ouais. d'origine. Tu as travaillé, puis là, tu me corriges, mais principalement dans l'industrie de la restauration. Ouais. Tu as opéré. Comment ça a tout commencé, le côté restauration, là? Ben, en fait, voilà, ça remonte. La restauration, ça a commencé, j'avais 20 ans. En fait, à la sortie de mes études, j'ai travaillé comme en usine, là. Et puis, donc j'avais un bon poste, mais ça me plaisait pas. Je voyais bien que je voulais faire autre chose de ma vie. Puis mes parents ont toujours été entrepreneurs dans plein de domaines différents. Ça, c'est important aussi, je pense, de clarifier. Tu as été dans l'environnement. Tu t'attendais pas à faire du 9 à 5, là, parce que tu as vécu, tu as grandi dans un environnement où tes parents étaient... fallait qu'ils soient au travail ou sur leur business. Exact. Quand le client était ou demandait ou... Quand c'était nécessaire. Mm-hmm. Fait que tu as grandi en te disant, ben ça, c'est normal, c'est la normalité de... Ben, en fait, tu te poses même pas la question. Parce que t'as cet exemple-là. Donc, le travail... c'est comme normal de faire des heures de fou, de faire de... Voilà. Qui d'ailleurs, pour toi, sont pas spécialement des heures de fou. C'est juste normal. C'est la normalité. puis l'inconnu, la non-prédictibilité, je sais pas si ça se dit en français. Ça, ouais. Ben, l'incertitude. Je sais même pas si... Il y a une certaine incertitude. Il y a une certaine incertitude, mais tu peux le maîtriser. Tu vois, c'est ça, moi, que j'ai appris dans l'entrepreneuriat avec mes parents, c'est que oui, il peut arriver tout un tas de choses, mais quand même, tu maîtrises plein de paramètres. Tu vas maîtriser, tu rachètes quelque chose. Les restaurants, par exemple, on a racheté des restaurants qui avaient déjà un chiffre d'affaires, donc la clientèle, elle est là. Donc ça il y avait déjà l'expérience d'opérer d'un restaurant. Vous étiez capable de voir, de prédire qu'est-ce qui peut être fait pour... Alors même pas, parce que en fait, quand tu... ouais, c'est bon, tu me corriges. Non, ça a été tout un sketch, parce que quand j'ai démarré dans la restauration, quand on a... En fait, j'ai démarré avec mes parents. Quand je suis sorti, quand mon premier job me plaisait pas... Retournons là, parce que Louis, on a dérapé. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que tu disais, tes parents avaient... en fait, si tu veux, moi, j'ai pas fait d'études. Fait que ou très peu. Donc, quand je suis sorti de mon école, j'étais agent de maintenance dans une usine. Et puis, ça me plaisait pas. Je voyais bien que là, ça n'allait pas me plaire. Donc, j'avais été voir mon père à l'époque. Et puis, je lui ai dit, écoute, je pense que je suis capable de faire mieux de ma vie, là. Et eux, c'était comme en fin de carrière, mais il restait comme une petite activité à faire, encore un petit 5 ans, là. Et donc, j'ai dit, écoute. Et donc, là, deal. Ils ont acheté le premier restaurant, j'ai été avec eux. T'as quel âge, là, à peu près?
Moi, j'ai quel âge? Non, t'avais quel âge quand c'est arrivé, J'avais ça? 20 ans. OK. J'avais 20 ans et là, tu vois, quand tu disais qu'on savait où est-ce qu'on allait, eh ben, figure-toi que pas du tout. Parce que mes parents ont tout fait sauf de la restauration. C'est-à-dire que l'hôtellerie, de la teinturerie, tout ça, mais la restauration, ils connaissaient rien. Ah, OK, je pensais qu'il y avait déjà un historique. Ah non. C'est que moi, en plus de ce que je faisais en 3-8 la semaine, je faisais des traiteurs le week-end. Mes parents me disaient que je connais la restauration, sauf que le traiteur puis la restauration, c'est deux mondes. Là. Et donc, quand on a pris le premier restaurant, il y a les bases chiffrées qu'on te donne qui te permettent de faire un prévisionnel, tu vois, donc de savoir à peu près où tu vas. Par contre, je te dis que la première année, là, écoute, on s'est regardé dans le blanc des yeux, on a dit, qu'est-ce qu'on a fait, là? Puis c'est les heures aussi, je sais pas à quel les heures, c'était gros comment comme restaurant, mais quand on regarde les états financiers pour faire l'achat d'une business comme ça, de ce volume-là, peut-être, c'est très difficile. Parce qu'on ne peut pas quantifier, si on n'a pas l'expérience, de savoir le propriétaire actuel, combien d'heures y met-il? Est-ce qu'il y a d'autres membres de famille qui participent, que ce n'est pas nécessairement dans les livres, dans les états financiers? Non. Fait que des fois, la profitabilité a l'air plus intéressante que vraiment. Vraiment, c'était vraiment ça. Mais je pense que mon père, je l'ai vu là les 6 premiers mois un petit peu déchanté. Il s'est dit, mais qu'est-ce qu'on a été faire là? Parce qu'en effet, il y avait... ce monde de la restauration qui est tellement différent de tout ce que tu peux connaître en termes d'activité, le fameux rush entre midi et 14 heures, le soir pareil, parce que c'était midi et soir, le fait de travailler tout le temps, toutes les problématiques qui sont autour de ça, toutes les normes, les règles. Quand tu connais rien, en plus, tu reprends les employés qui sont déjà en place, voient que tu es un débutant, et là, dans la restauration, ça rigole pas, hein, si tu es un débutant, ils te rentrent dedans. Donc, ils savent comment prendre avantage, peut-être. Fait que là, il y a juste titre. Hein. Tu as fait ça, combien de temps, là, à peu près? Eh ben, on a fait ça 5 ans avec mes parents. Et puis ensuite, donc le restaurant a été vendu. Puis nous, avec mon épouse, on en a racheté un. Donc dans un autre département, dans le Morbihan. Et puis on l'a tenu, celui-ci, 3 ans. Mais parce que là, j'avais des notions de fiscalité, là. Donc là, j'ai acheté quelque chose qui était bien placé, mais mal géré. Donc je l'ai acheté, je l'ai remonté, je l'ai revendu. C'était-tu, à partir du début, ta stratégie? Tu avais ta stratégie de sortie? En anglais, on dit « your exit strategy ». Non. En fait, ou la vente, ou l'arrêt. Non, ça a été l'opportunité. Okay. C'est-à-dire qu'il y a eu une personne qui s'est présentée, et puis, bah, voilà, comme j'avais monté, moi, le chiffre, et surtout la rentabilité, la personne s'est présentée, était intéressée, j'ai dit, deal, on s'en va. Et puis voilà. Puis on en a racheté un autre, après, donc en Vendée. Là, l'immobilier, en tout ça, il n'y a jamais eu question. Tu y pensais-tu? T'avais-tu déjà... Alors ouais, mais on a toujours été baignés, mais différemment. C'est-à-dire que l'immobilier, on a fait nos maisons principales. Donc nous, on a eu 4 maisons, mais à chaque fois, on construisait du neuf. Voilà, ce qu'ici, je conseille un peu moins. C'est très différent de la France, là. Mais... Attends, tes résidences, c'était une source de revenus? C'était comme une business aussi, tu veux dire? Ça, en fait, c'était encore juste par hasard? Ben, tu vois, en relation avec la restauration, à chaque fois qu'on a acheté un business, on achetait un business, on était en location pendant ce temps-là. Quand le business, je voyais qu'il allait bien, pouf, on achetait une maison. Puis au bout de 3-4 ans, pouf, on vendait le business, la maison, et on achetait un business toujours plus à gros. Profit. Voilà, ouais. Et on achetait... toujours à profit, non, puisque la deuxième qu'on a vendue, on était pendant la crise des subprimes. Pile là. Et comme moi, je voulais acheter le restaurant que j'avais en vue en Vendée était beaucoup plus cher et beaucoup plus gros. Il me fallait le montant de ma maison plus de mon restaurant. OK, fait que tu utilisais ça comme levier. Exactement. Fait que, donc, sur le papier, c'était sympa, sauf que le temps que je mette en marché, poum, subprime. Et là... Puis t'avais déjà fait, t'étais déjà engagé avec l'achat, quoi, ou t'étais sous contrat? J'étais déjà engagé, fait que le risque, c'est pas quelque chose qui te fait peur. Non. Mais ça, c'est toujours avec un peu de planification. C'est pas tout arrivé. Tu peux pas planifier la crise financière qu'on a eue, mais tu juges le risque. Est-ce que ça vaut la peine? Il y a une chance que ça fonctionne pas, mais le retour potentiel. Je me pose pas la question de savoir si ça va pas marcher. OK, tu y vas avec... puis ça, c'est un vrai entrepreneur. Toujours avec l'optique que ça va fonctionner. Ouais, c'est sûr que ça... parce que tu sais, il y a un moment, et ça revient au même process que je fais avec mes clients pour l'achat ici, tu vois. Je leur fais visiter beaucoup.
il y a des gens qui me disent, est-ce que tu veux regarder la documentation avant? Je dis non, on va visiter et après je regarderai la documentation. J'aime ça. Tu vois? C'est ce que je dis toujours aussi. Exact, parce que... Pourquoi faire toute la recherche avant si on ne sait même pas si une fois rendu... Est-ce que ça te plaît ou ça te plaît pas, tu vois? Donc, le temps est fait différemment et je trouve que le fait de visiter, parce que moi, le marché, je le connais, mais je suis chargé de leur apprendre le marché. Exactement. Donc, ils attendent, ils visitent, puis ils se posent plus la question, une fois qu'ils sont passés chez le notaire et qu'ils ont pris possession, de se dire, est-ce qu'on a fait un bon deal? Si tu n'en visites que 3, tu peux te poser la question. Ouais. Si tu en as visité 10, bon. Tu es capable. Puis il y a une statistique, là, j'oublie c'est quoi, dans j'aime lire sur les probabilités et tout ça, puis après 41% ou quelque chose comme ça, la prochaine décision qu'on doit prendre, que ce soit de visiter 41% des propriétés que tu as comme échantillon, tu es capable de prendre une décision informée sur la 41e pourcentile. Ça se dit ça quand même? Ouais, pourcent. Ouais. J'ai trouvé ça fascinant comme théorie. Ou comme... C'est pas une théorie, c'est une équation. Ouais, je comprends. Mais ça revient à ça. C'est une décision informée. Il n'y a pas de regret possible. Il y a peut-être, mais c'est dur parce que tu as vu assez de choix. T'en as vu assez. Et, donc, ce que j'ai fait moi dans les commerces, je l'applique à mes clients. C'est-à-dire que quand tu me parlais de risque, je visitais peut-être une dizaine de commerces, de restaurants à acheter. Et puis, voilà, il y avait tout qui jouait. Il y avait l'emplacement, il y avait, comme on a dans le résidentiel aussi. Et donc, quand c'était celui-ci, après, je demandais les chiffres, parce que là, il y a un aspect chiffre. Comme là, on va étudier, par exemple, les condos et les parties communes. Et donc, si ça colle, déjà, tu as enlevé le gros morceau. Là. Fait que là, es-tu en train de me dire que ton expérience en tant qu'entrepreneur, d'avoir géré des entreprises, à quel pourcentage dirais-tu que ça t'a aidé en tant que courtier? 90%. Absolument. Hein? Fait que quelqu'un qui commence, qui n'a pas nécessairement eu la possibilité d'avoir une entreprise ou qui ne connaît pas c'est quoi d'être travailleur autonome, c'est un peu pour ça aussi, j'explique souvent au nouveau le haut taux de pourcentage de courtiers qui vont lâcher l'industrie après quelques années parce que c'est dur. C'est ça. Je dirais que le seul point pour quelqu'un qui n'a pas d'expérience, donc qui ne sait pas s'il va y arriver par rapport à quelqu'un qui a de l'expérience, qui sait qu'il va y arriver, je dirais c'est le besoin supplémentaire de résilience. C'est-à-dire que si la personne, elle se dit, c'est ça que je veux faire, et puis il n'y a pas le choix, puis je vais y arriver, même si ça prend 10 ans, il va y arriver pareil. Mais c'était-tu ta mentalité aussi dans la restauration, quand tu as commencé à 20 ans, de te dire, OK, moi, ça va fonctionner, il n'y a pas d'autre option, ou je ne me donne pas d'autre option? Moi, j'aime pas l'échec. Donc, si je fais un choix, puis je suis quelqu'un qui va jusqu'au bout, en règle générale. Donc, je veux pas, si je prends une décision, non, ça rate pas en arrière. On rate pas là. On rate pas, on y va, on se donne les moyens, et puis voilà. Alors, par contre, à contrario, faut pas que ce soit trop facile en ce qui me concerne. C'est-à-dire que si à un moment ça devient trop facile, je m'embête presque, tu vois. Moi aussi. C'est pour ça que je fais d'autres choses et je trouve des façons de me donner d'autres challenges parce que sinon, c'est trop répétitif, c'est trop banal. Je veux revenir. Quand tu as décidé de devenir courtier, parce que là, en restauration, puis là, je ne veux pas mettre des mots dans ta bouche, mais tu travailles avec du monde. J'imagine. Oui. Tu avais combien d'employés généralement? Parce que être courtier, c'est très solitaire comme travail si on n'a pas d'équipe. Oui, mais... Ça te manque pas? Il y a deux faces. Il y a l'aspect, en restauration, il y avait des employés. Donc là, le dernier restaurant, on en avait 16 en grosse saison. Et c'est toi qui gérais l'équipe, tout le monde? Ouais. Ou tu avais quelqu'un qui Non, alors par contre, ça, c'est quelque chose que je n'arrive pas à déléguer. Ça, c'est un truc mais tu devais le faire. Tu peux pas tout faire. Non, tu peux pas tout faire, mais... Alors, je suis quelqu'un qui fait quand même assez facilement confiance. Par contre, faut pas me trahir dans l'autre sens. Donc, je vais donner des objectifs, des trucs, mais je vais pas avoir comme certaines grosses boîtes, par exemple, qui vont avoir tout un protocole. Il faut faire telle chose et il faut la faire comme ça. Moi, je m'en fiche. Je te dis, il faut faire telle chose. Peu importe, si le résultat, à ta manière, là où tu es à l'aise. Là. Okay. En longtemps que le résultat est là. Exact. Et puis, si le résultat est là, et puis, peut-être que j'ai pas non plus moi la meilleure méthode, parce que dans chaque personne avec qui j'ai travaillé, mes collaborateurs, il y en a qui étaient bien meilleurs que moi sur plein de sujets. Hein. Donc la seule différence, c'est que moi j'étais entrepreneur et j'avais cette ambition-là,
Il y en a qui, s'ils avaient eu ma personnalité, je suis persuadé qu'ils auraient fait bien mieux, bien mieux, oui, Tu c'est parles certain. du côté technique, là, des compétences sur certaines Ouais, choses, mais exactement. Ben, ouais. Tu vois. Et alors pourquoi là maintenant je suis tout seul? Bah c'est d'une parce que j'arrive pas à déléguer, et puis parce que là, tu vois, en restaurant, on passait à chaque fois sur toutes les tables, voir si ça s'était bien passé, voir voilà. Là, c'est pas infaisable. Si tu as une équipe, de rappeler les clients, savoir si ça s'est bien passé avec l'équipe. Mais comme on est tous travailleurs autonomes, il y a quelque chose d'un peu différent, tu vois. Et j'ai un petit peu de mal. Là, pour l'instant, je me vois vraiment tout seul. Une équipe, Là, je me disais plus du côté, tu es un leader. Tu dois être leader si tu as une équipe, si tu as un restaurant, si tu gères du monde. Ça te manque pas, ça, ce côté-là de... Non. Pas du tout. Non. Non, parce que je m'y retrouve avec ma clientèle. Moi, ce que j'ai besoin, c'est avoir... alors ça, c'est un peu plus perso, mais j'ai besoin d'avoir l'air d'une étoile filante aux yeux des gens. Okay. Tu vois? Donc, que ce soit au niveau de la restauration, quand les gens nous disaient, ouais, c'était génial, on a passé un super moment. Bon, bah là, quand les gens dans notre métier nous disent, ouais, on a vraiment trouvé l'appartement ou la maison qu'il nous faut, c'était vraiment génial, ça s'est super bien passé, on n'a pas eu un couac, on a été rapide, on a été plusieurs, mais c'est nous qui l'avons eu. Enfin, voilà, c'est ça, je peux faire ça 20 ans s'il faut. C'est bon. Puis là, tu parlais tantôt, tu disais les choses si c'est trop répétitif. Comment tu te motives ou tu te donnes ces nouveaux défis-là? Parce qu'il y a quand même une certaine répétition si on est courtier immobilier d'inscrire ou de travailler avec un acheteur. En fait, il y a une répétition sur tout ce qui est paperasse, sur tout ce qui est voilà, prise de photos, mise en marché, voilà, l'administration. Exactement. Par contre, les gens, eux, sont tous différents. Fait que l'expérience du client, le scénario, leurs attentes. Exactement. Donc, moi, ce qui m'importe, c'est de les connaître au fur et à mesure, tu vois. Et c'est vraiment ça que je trouve intéressant, c'est que si je les connais, je vais pouvoir les conforter dans leur choix ou leur dire, t'es sûr? Parce que là, je prends notamment l'exemple de clients, ça me vient en tête, qui me disaient, premier critère, les enfants jouent tout le temps dehors, on veut un grand terrain. Okay. On visite, on tombe sur une maison qui était vraiment jolie, mais avec un tout petit terrain. Puis, donc ils me disent, ah oui, ben on la veut, mais il me semble que, est-ce que ça correspond bien à ce que vous vouliez faire, votre vision de la famille? Tu leur rappelles leurs critères importants qu'ils t'avaient dit peut-être au début de leur Exact. Et puis du coup, finalement, non, finalement, t'as raison, on va pas y aller. Donc, tu vois, et on a trouvé quelque chose d'autre après, pile ce qu'il fallait. Et c'est ça, c'est gérer un petit peu l'impatience des gens, parce qu'il y a des gens, ça peut prendre 3 semaines, tu trouves. Il y a des gens, ça peut prendre 9 mois, 10 mois, 1 an. Donc, voilà. Et ça, faut gérer l'impatience un petit peu en disant, écoute, ça va arriver, mais c'est pas encore le bon, là, si vous n'avez pas flashé, si vous n'étiez pas dans la période de surenchère à être prêt à mettre plus, c'est que c'était pas le bon. C'est aussi simple que ça. Là, il y a eu des changements quand même depuis les dernières années, là, côté marché immobilier à Montréal ou dans plusieurs régions du Grand Montréal. Comment tu t'adaptes? Quels sont les changements avec tes clients, peut-être la façon d'approcher les démarches qui vont venir, que ce soit de vendre ou d'acheter? Parce qu'il y a eu... on est passé de marché incroyablement rapide en 2020 jusqu'à mi-2022. Après, il y a eu un ralentissement 2023 assez significatif. Alors moi, je ne l'ai pas connu, ça. Mais tu dois quand même faire affaire avec des clients qui, dans leur tête, sont souvent un peu dans les années du passé, là, à cause des médias. En tant que courtier, on est dans le quotidien de la vraie réalité du marché. C'est-à-dire que tu veux me dire que là, par exemple, un vendeur va toujours aujourd'hui s'attendre à avoir le gros prix. Il va penser, OK, aujourd'hui, je peux vendre 10 fois plus que ce c'est ça. Ben là, de toute façon, dans tous les cas, il faut toujours travailler en amont, que ce soit pour un acheteur, que ce soit pour un vendeur. Donc, il faut, pour éviter les déceptions, expliquer comment toi tu vois la chose, arriver avec tes comparables vendus récents, et puis tu lui expliques, il dit, voilà, selon moi, ça se vendra là. Maintenant, à la finale, c'est vous qui prenez la décision. Si on est complètement, comme on dit en français, enfin hors de prix, je vais même pas prendre le mandat, clairement. Mais si il veut s'essayer à son prix qui est un peu plus haut et que voilà,
J'ai dit, écoute, à la finale, c'est toi qui as Mais je t'aurais prévenu. Ouais, c'est ça. Tu as une procédure d'éduquer, de partager le plus possible pour que ton client soit éduqué sur l'état du marché. Ouais, exactement. Moi, je vends pas du rêve. Moi, je dis les vraies choses. Je préfère, parce que c'est ça, c'est le temps que tu passes quand tu as vendu du rêve. Alors, en plus, moi, je travaille que par référence. Donc, si tu vends du rêve et que tu apportes de la déception par la suite, parce que finalement, non, ça marche pas, tu sais, je dis, je vais te le vendre 1 million, puis en fait, ça vaut 800. Certain que la personne, ça va être compliqué. Donc, tu apportes de la déception, tu n'auras pas forcément de référence. Ouais. Donc, moi, c'est pas ma méthode. Et donc, je préfère aller dans l'autre sens, puis tu perds énormément de temps, le tien, le leur, enfin bon, ça marche pas. Donc, alors, si tu fais dans l'autre sens et que tu travailles en amont en disant, voilà, moi, c'est ce que je pense, maintenant, on peut s'essayer, et puis voilà. L'immobilier, c'est pas une science non plus, là. C'est pas une science exacte, bien sûr. Tu peux demander à 10 évaluateurs agréés, 10 courtiers immobiliers, ça va être toutes des opinions plus ou moins différentes. Complètement. Il devrait y avoir, par contre, une tendance, là, du moins, je l'espère, mais c'est quand même une opinion. C'est pas, ouais, non, le vrai prix, de toute façon, c'est combien un acheteur est prêt à mettre et combien un vendeur est prêt à lâcher. Et ça peut changer. La journée qu'on inscrit jusqu'à le lendemain, 3 semaines plus tard, il faut garder un œil sur. C'est comme là, déjà, tu vois, de septembre à maintenant, déjà, il y a une grosse différence. Exactement. Là, c'est calme plat. Octobre, c'est depuis 15 jours, là, je te dirais. Puis là, ça va dépendre des secteurs, ça va dépendre des types aussi de propriétés. C'est vrai, ça les dépend. les plex, il n'y a pas de ralentissement de ce côté-là. Mais non, c'est l'aspect hypothécaire sur les plex qui change la donne, là. Mais fait que ça, c'est toutes des choses qui doivent être partagées à ta clientèle. Tu as un système, tu as une façon d'approcher, je veux dire, après tant de succès, tu dois avoir créé une méthode qui fonctionne. Alors ou tu t'adaptes à chaque Non, ouais, exactement. Ça, c'est une de mes caractéristiques, c'est que j'ai pas, comme je te dirais, je suis pas quelqu'un de protocolaire. C'est-à-dire que je pars du principe que les gens sont tous différents. Ils ont tous besoin d'avoir la même information, mais à des moments différents ou alors d'une façon de parler différente. Donc, j'ai pas développé de choses. Par contre, c'est sûr que les expériences me restent dans la tête. Et en fonction du profil, ça vient tout de suite. Je dis, tiens, hop, tel profil. Ok, mon cerveau, tout de suite, il va me dire, ok, lui, il a besoin de savoir ça, il a besoin de savoir ça, il a besoin d'être... et ça, non, c'est plus de l'adaptation, vraiment. C'est vraiment ça. C'est en fonction de chaque personne. Et puis c'est ce qui est le fun d'ailleurs, la côté spontanéité, le côté où t'es pas, parce que je trouve que quand t'es hyper protocolaire, alors c'est bien de l'organisation, je m'organise un peu plus peut-être, mais mais quand t'es trop protocolaire, j'ai l'impression que tu deviens plus un vendeur avec un objectif, avec voilà, et ça ça me plaît un peu moins. Moi j'aime bien le côté vraiment spontané. Je suis hyper adaptable, ça c'est quelque chose qu'on me reconnaît beaucoup. Tu vas, dépendant avec qui ou la situation du client, il va avoir un investissement qui va être différent de ta part, dans le sens que un client peut prendre, tu disais, jusqu'à 9 mois avant d'acheter, un autre, ça peut être 3 semaines. Ça sera pas, tu te diras pas à ton client ou à un client qui ça prend trop de temps, ok, ben là, j'ai plus le temps pour toi. Non. C'est important, ça, parce que c'est pas tout le monde qui a les mêmes façons, les mêmes rapidités de décision ou... Il faut y aller au rythme Exactement. De la personne. Et puis, il y en a que je freine beaucoup. Il y en a, là, j'ai eu un... Pour les protéger, dans le fond, pour pas qu'ils fassent une erreur. Tu as parlé de la cour pour le client là, qui voulait faire l'offre sur un... Ouais. Ben là, tu vois ce qui m'arrive en ce moment, et j'en parlais à Mathéo tout à l'heure. Là, l'immigration a stoppé. OK. Février, le tribunal de logement dit que vous avez le droit d'augmenter les loyers de 5,90%, puis plus si vous avez fait des travaux. Les propriétaires ont envoyé leur lettre aux locataires en disant je vais vous augmenter de 5,90, voire plus. Hein. Et puis les locataires ont dit non, moi je vais pas prendre 200, 250 $ de plus sur mon loyer. Donc certains propriétaires qui n'ont pas su négocier avec leurs locataires se sont retrouvés finalement avec des locataires qui disent non, je renouvelle pas. Entre-temps, le propriétaire veut mettre sa maison ou son bien sur le marché en location, avril-mai, grosso modo. Et là, plus d'immigration. Donc, là, la problématique, c'est que ils se retrouvent sans locataires. On voit que les loyers, ça commence à être un petit peu dur. Tu vois, il y a quand même quelque chose qui se passe. C'est bon que tu clarifies ça. Et quand moi, j'ai donc du coup des gens qui veulent acheter, qui m'appellent, la première question que je leur pose aujourd'hui, c'est quand est-ce que finit ton bail?
Parce que pour revenir avec la discussion juste là, c'est que si je vois bien les propriétaires qui ont du mal et qui sont obligés de baisser leur loyer. Ça veut dire que là, mes futurs acheteurs, s'ils me disent qu'ils ont un bail, et je te dis l'année prochaine, j'en ai peut-être 15 là déjà, qui on aurait pu démarrer maintenant si ça avait été l'année dernière. Là, maintenant, je leur dis, écoute, ton bail, il se finit 30 juin ou 31 juillet ou 31 août. On est mieux d'attendre un petit peu, parce que si tu tombes en amour, si on fait les démarches, que tu tombes en amour au mois de février, qu'on fait une offre, le pourcentage de chance pour que tu arrives à faire une cession de bail, il est quand même très mince. Et tu vas te retrouver et avec une hypothèque et avec un loyer. Donc voilà. Donc, tu vois. J'aime que tu dises ou que tu clarifies que pour ce qui est des loyers, aujourd'hui, il y a beaucoup d'articles, puis là, j'ai oublié la dernière que j'ai lue qui montrait que les prix ont baissé aussi drôlement dans certains secteurs à Montréal. Et le taux de. En anglais, c'est vacancy. Le taux de vacances. A aussi augmenté. Il a augmenté. Pas de beaucoup, là, mais quand même. Non, c'est très peu. Non, puis ça restera ponctuel, mais ça va dépendre de l'immigration. Ni plus ni moins. On le voit sur les étudiants. D'ailleurs, on a tout ce qui est université qui se plaint. Et tout ce qui est immigration, on parle du moins la dernière chose que j'ai lue, c'était pas avant 2027. Ça peut changer là, avec les élections et Pourquoi, d'après toi, voilà. Mais qu'est-ce que tu en penses de ça? Moi, je pense qu'ils sont en train d'acheter des voix. C'est probablement juste politique. Hein. Ça reste politique. Parce que de toute façon, le Québec en tant que tel, tu sais, je me suis posé, j'avais regardé beaucoup de statistiques quand j'ai commencé au départ. Puis, arrivé 2022-2023, je me dis, alors attends, comment ça se fait que de 2012 à 2018, tu as une évolution, mais qui n'est pas non plus énorme sur les prix, et que après, bon, outre la pandémie, c'est le feu, même après la pandémie, c'est le feu encore. C'est simple, c'est que là, l'immigration, elle a été folle là avant la pandémie, juste là, et c'est certain que du coup, oui, ça joue sur les prix. Mais d'un autre côté, le Québec a besoin d'immigration. Ils en ont besoin. Le Canada au complet. Le Canada au complet, exactement. Donc, s'ils veulent avoir une économie qui tient la route, ils vont pas avoir le choix que de rouvrir. Et puis voilà, mais pour l'instant, et ce que je comprends, les Québécois rouspètent un peu parce que quand t'étais habitué à des loyers à 1000, 1002, 1003, puis tu te retrouves avec des loyers qui montent à 1007, 1008, 2000, il faut que tout le monde arrive à vivre, donc il faut trouver un juste milieu. Et les salaires n'augmentent pas, mais après tu te mords la queue, parce que pour augmenter les salaires, il faut que les entreprises performent. C'est tout interconnecté. Exactement. Les acheteurs avec qui tu travailles aujourd'hui c'est des gens que tu connaissais déjà. Tout à l'heure, tu parlais de références, beaucoup de références, ou pratiquement tous par référence. C'est que ça, ouais. Comment tu arrives à gagner autant de confiance avec ta clientèle? Parce que c'est quand même, oui, beaucoup de courtiers travaillent avec référence, mais pour le nombre de transactions que tu fais et le nombre de clients que tu desserres à chaque année, c'est quand même, tu fais quelque chose de spécial. Ce que je fais de spécial, c'est que... En d'autres mots, c'est que j'ai pas de vie. Mais c'est bien étonnant. C'est aussi mais ça. Tu gardes ces clients-là, tes acheteurs, tes vendeurs, tu les gardes en communication constante, quoi? Tu es toujours... Non, même pas. Je fais un petit rappel de temps en temps, en disant tiens, ça fait longtemps, ça fait 6 mois, 7 mois. Des fois, c'est même pas programmé, tu vois. Je suis pas stratégique dans ma manière d'opérer. Je suis extrêmement naturel. Des fois, tu vois, je suis dans ma voiture, comme là en venant. Je me dis tiens, cette personne-là, ça fait un moment. Hop, je prends mon téléphone, j'envoie un petit message. Je dis tiens, comment tu vas? Ça fait un bout. Est-ce que tout va bien? That's it, that's all, c'est tout. Mais c'est bon. Mais fait que c'est pas stratégique, c'est vraiment juste ce qui te vient à l'esprit. C'est ça, c'est ce qui me vient à l'esprit. Et puis quand tu as bien... La référence, c'est que quand les gens ont vu que tu te cassais le baigneur pour eux, ils disent ouais, je vais la rappeler là. Et puis voilà, j'ai quand même beaucoup de gens qui me rappellent pour ça, parce qu'ils savent que je vais répondre à 23h, minuit, 1h. Bon, le matin, pas avant 9h. Mais si tu te couches si tard, ça pique un peu. Ouais, les 3h du matin, je connais. Mais je suis plus du soir, après, c'est mon problème. Mais voilà, donc ils savent que je vais répondre tout le temps, à l'instant. Là, par exemple, tu vois, on a eu la banque là, qui nous demande quelque chose.
En 5 minutes, c'était réglé. Tu sais, je l'ai eu, je suis tout le temps sur mon portable, aux grandes dames de ma femme et de mes enfants. Mais je suis tout le temps dessus. Je commence ça puis le plugger de partout, tu sais, avec les montres, les machins. Mais si t'es seul à tout faire, t'as besoin de la technologie de ton côté. Les clients, y a-tu quelque chose qui revient tout le temps, là, que tu vois des tendances, ce côté, que ce soit pour les acheteurs ou les vendeurs, qui est quelque chose que tu dois plus ou moins pour tout le monde leur rappeler, ou y a-tu un morceau d'information qui est mal qui revient compris, tout le temps, ouais, ou mal compris? Je me rappelle, on avait fait une entrevue, je sais pas si c'est l'été passé ou il y a peut-être 2 ans, là, et tu parlais du financement qui était très mal compris. Ouais. Là, je parle pour peut-être des immigrants. En fait, c'est plus que, en plus, moi j'ai des notions de fiscalité. Donc, quand certaines personnes sont capables et qu'ils ont une ambition, par exemple, d'investissement plus tard, voilà, je leur explique différentes choses. Alors, ça va un petit peu plus loin, mais je leur dis, tu vois, plutôt que de mettre ton 20% de liste de fonds, tu mettrais 5%, tu gardes ton cash de côté, tu vas l'investir en bourse en ETF. Ou tu achètes un autre propriétaire. Ou tu achètes une autre propriété plus tard, tu vois. Enfin, voilà, mais je leur explique que ce 15% que tu n'as pas donné tout de suite à la banque, eh ben, ça va être mis seulement petit à petit. Alors oui, tu vas avoir des plus grosses mensualités. Et c'est souvent là que dans le résidentiel, c'est pas fait pour tout le monde. Donc, il y en a un des deux qui va le comprendre. Et puis, monsieur ou madame à côté va être un peu plus sécu en disant oui, mais moi, je serais plus à l'aise avec une mensualité moins élevée. Donc, c'est souvent ça. Mais j'aime bien leur expliquer ça. J'aime bien leur expliquer les termes. Tu vas te faire refinancer, comment ça fonctionne. Voilà, certaines banques, certaines collatérales qui peuvent fonctionner aussi. Là, j'ai plusieurs dossiers comme ça où on me dit, ben voilà, on commence par ça. Parce que j'ai eu des dossiers, par exemple, où les gens, malheureusement, avec les augmentations de prix, voulaient une maison. Ok, mais la maison, c'était hors budget là. Pour l'instant, j'écoute, on peut commencer par un condo, là où vous y êtes bien, et puis d'ici 3, 4, 5 ans, en fonction du terme que vous allez choisir, on réévalue la situation, on va aller chercher éventuellement une collatérale. Pendant ce temps-là, parce qu'ils avaient quand même des bons salaires, mais c'était un petit peu juste en termes de cash. Donc pendant ce temps-là, vous allez pouvoir faire un peu de capital, vous allez, avec vos salaires, économiser un petit peu, et on pourra aller chercher la maison, et vous aurez en plus l'investissement, parce qu'on va le louer, le condo. Mais ça, tu fais-tu ça avec tout le monde? Tu prends le temps d'expliquer ou d'éduquer sur toutes les options possibles, même s'ils ne te le demandent pas. Exemple, moi, je viens vers toi, je te dis, écoute, je vais acheter une maison XYZ, j'ai tant comme budget, j'ai tant comme mise de fonds. Ouais. Je n'ai pas nécessairement posé la question à ce que c'est quoi mes options, ou j'aurais-tu d'autres options avec ma mise de fonds, etc. Est-ce que tu prends cette approche ou... Ça va pas être tout de suite. Ça va peut-être venir au fur et à mesure qu'on se rend compte. Si je vois, comme je te dis, c'est instantané. Donc si tout d'un coup il y a un mot qui sort en disant ouais, plus tard on aimerait bien investir, tout là ça va me popper. Je dis bah ok, donc il y a peut-être moyen, pourquoi pas un duplex. Alors faut quel duplex, quel secteur, est-ce qu'on est à l'aise avec le bruit, parce que c'est pas forcément... Fait que tu vas faire ce qu'on appelle une qualification. Tu vas poser les questions, tu vas prendre le temps de poser les bonnes questions pour essayer de décerner exactement... C'est ça, mais juste à discuter comme on fait là. Ouais. Tu sais, on discute là, et puis bah écoute, voilà, on avance petit à petit, et puis il y a plein de stratégies, il y a plein de... Quelqu'un qui regarde ça aujourd'hui, qui pense vouloir acheter ou passer de loyer à l'achat, as-tu une recommandation? C'est quoi la première étape ou les premières étapes là, avant de prendre contact avec alors, toi? La première étape, non, mais la première étape, ils m'appellent. Première étape, ils m'appellent parce que déjà, j'ai besoin de leur donner et de valider toute information. J'ai besoin d'être le premier. Enfin, dans l'idéal, voilà, parce que ça me permet de voir ton bail il se finit quand. Là, en ce moment, c'est ça. Ça, c'est important. Pour ensuite lui expliquer tout ce qui se passe en fonction de ça. Ensuite, ça va être l'hypothèque. Donc là, je vais lui expliquer 2-3 choses sur l'hypothèque et je vais l'envoyer en fonction avec un courtier hypothécaire. Dépendant de sa situation. Là. Voilà. C'est que je sois travailleur autonome versus exactement. salarié, etc. Exactement. Donc vers le courtier hypothécaire adapté et qui va être capable, parce que c'est ça, dans mon réseau aussi, c'est les courtiers hypothécaires qui, comment je te dirais, c'est un gros morceau l'hypothèque quand tu viens de la France, c'est pas du tout la même chose, tu vois. Donc je veux aussi que mon réseau de courtier hypothécaire soit très précis. Je veux pas que le client ait de surprise.
Ça, j'ai horreur de ça. Donc ça, voilà. Et ça, ils vont l'apprendre. Et puis, une fois qu'on a fait ce rendez-vous-là, hypothèque, j'ai vu qu'ils avaient bien compris. OK, là, on peut mettre un plan de match en place et un timing, et puis commencer à visiter, même si c'est pas pour tout de suite, parce qu'on gagne du temps sur le après. On commence à visiter, on en visite une tous les 3 semaines, tous les mois, si le projet... Parce que ça donne un pouls sur l'état du marché. Qu'est-ce qu'on obtient pour combien? Mais en fait, exactement. Qu'est-ce qu'on parce que si, mettons, tu vois, j'ai des gens qui ça va probablement être pour juin, juillet l'année prochaine. Mais je commence déjà à visiter un petit peu avec eux. Alors pas tous les jours, mais à chaque fois qu'il y a quelque chose d'intéressant qui sort, on visite pas pour visiter, quelque chose qui sort, qui est susceptible de les intéresser, on va visiter. Ça permet à eux de voir comment c'était. Si c'est un condo, ben, je vais leur parler de la documentation puis de comment c'était géré. Enfin, on va regarder la fiche globale, une maison pareille. Et ensuite, on va avoir le prix de vente quand ça va être vendu. Donc, eux, voilà. Ça donne oui, c'est comme une expérience sans s'engager formellement, mais exactement. Au moins, on sait à quoi s'attendre en tant qu'acheteur si on ne l'a jamais fait. Oui, tout à fait. Puis même si on l'a déjà fait, mais ça fait 10 ans. Ah, mais le marché n'est plus du tout le même. Ben même tout, le financement est différent. Tous les étapes sont différentes aussi. Oui, tout a changé. Les lois sont différentes. Parlons-en 2 minutes, si tu veux bien, ce qui vient d'arriver de tout récemment du côté des 14 août, là? Oui. Ça, c'est encore très mal compris. Ouais. Mais c'est un changement quand même important pour toute personne qui considère, ou soit d'acheter ou de vendre une copropriété. Oui, exactement. Ben là, bon, la loi qui a changé, c'est relativement clair. C'est qu'aujourd'hui, bon, ils ont encore un petit délai pour s'adapter, hein, les copropriétés, mais il va falloir qu'ils aient l'étude du fonds de prévoyance, le carnet d'entretien, qu'ils fassent inspecter l'immeuble tous les 5 ans, voilà, voire pour les petites un petit peu plus. Mais il va falloir bon, le fonds d'auto-assurance, qui par avant il était dans le fonds de prévoyance, maintenant il va falloir séparer les deux, il faut un fonds d'opération. Puis ça vient pourquoi? Pourquoi que cette loi-là est arrivée? C'est-tu... Ben parce qu'on a un parc immobilier extrêmement vieillissant. Et c'était très flou pour les acheteurs, en règle générale. Alors, je te dirais que nous, avec nos DRCOP, avec, tu vois, avec nos documents qu'on avait, nous, les états financiers, les procès-verbaux, avec les assemblées générales, tu arrivais quand même à avoir une bonne idée. Hein. Mais c'est vrai qu'un acheteur qui passe en direct... Ben, il y a ça, mais aussi, ça vient standardiser les données des copropriétés qu'ils nous fournissent. Ah, mais ils vont pouvoir statistiquer. Hein. Ils vont pouvoir statistiquer, là. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Oui, c'est très bon. C'est sûr que ça vient compliquer la vie de tout le monde, mais ça vient moi, protéger un peu plus. Moi, je trouve pas que ce soit extrêmement plus compliqué qu'avant, hein, parce que je te dirais que bon, l'étude du fonds de prévoyance pour tout ce qui était grosse copro, c'était déjà fait. Donc, c'est plus les petites copropriétés qui l'avaient pas fait. Ouais. Ça me semble intéressant pour les copropriétaires qui sont que 3, mettons. Bon, bah là, voilà, il y a un petit budget à sortir. Mais à la finale, même pour eux, ils sauront où est-ce qu'ils s'en vont. Donc, c'est quand même intéressant. Là où il faudra peut-être un petit côté adaptation, c'est qu'on s'entend que tout le monde n'est pas fait pour ça. Tout le monde ne comprend pas. Ça demande beaucoup de temps. Il y aura peut-être moyen d'être un peu plus léger pour les petites copropriétés, avoir toujours les mêmes règles, mais peut-être faire une vérification tous les 10 ans. Mais je pense que c'était là le problème aussi le plus important pour le public. C'était les petites copropriétés qui étaient soit très mal gérées ou les données n'étaient pas très précises. Ah non, non. Alors, des fois, on te sort une feuille. Ou ça fait plusieurs années que ça n'a pas été mis à jour, et puis là, l'acheteur se rend compte une fois qu'il a déjà fait l'action d'acheter que c'est pas exactement ce que je pensais que j'allais acheter. Et parlons juste rapidement géographiquement, tu travailles un peu partout. On te connaît. On te connaît. Ton nom revient souvent pour ce qui est du plateau, mais tu n'as pas de limite géographique. Là. Non, tu vois, j'ai acheté des chalets avec des clients. Enfin, des clients ont acheté des chalets. C'est ça, donc ça peut être... en général, c'est Montréal, rive nord, rive sud, mais je vais de temps en temps un peu plus loin, en plus ça me permet de changer d'air. C'est tout autre chose. Il y a d'autres... c'est pas la même chose. Tu as tout ce qui est les fosses septiques, les puits, les tests d'eau. Voilà, il y a tout un tas de choses
à savoir, mais c'est aussi passionnant, puis ça change un petit peu, donc et puis tu prends l'air, et puis c'est joli. Surtout à l'automne, quand les feuilles sont comme les couleurs qu'on voit aujourd'hui. Ouais. Pour l'année 2026, Julien, est-ce que tu as un objectif? Tu t'es donné un défi pour 2026? Ben, écoute, l'objectif, il est de continuer comme ça. Si c'est comme cette année, écoute, c'est parfait. Non, continuer sur ce rythme-là pendant 5, 6, 7 ans, 8 ans, 10 ans, s'il faut, là. T'es en bonne forme. Ça paraît que tu prends soin de toi. Tu peux continuer. T'as encore de... Écoute, pour l'instant, ça va. Mais non, mais pour l'instant, tant que je peux le faire et puis que physiquement, je tiens, parce que c'est vrai qu'il y a... Quand c'est le rush, là. Des fois, ça pique un peu. Mais voilà, puis après... Mais je pense que même plus tard, je continuerai. Vraiment, c'est très passionnant. Ce côté humain est vraiment super sympa. Je veux te donner un compliment. Oh. Tu es quelqu'un qui me semble toujours heureux, en bonne forme. Tu vois tu as l'air de quelqu'un de très positif. Tu as une belle énergie, et du moins, c'est ce que à chaque fois que je te vois, que je ressens. Tu peux peut-être tout inventé, pas vrai, je sais pas, mais... Non, mais des fois, j'ai mes downs aussi, hein. J'ai mes downs aussi. Des fois, c'est des petits coups de stress. Mais as-tu un truc ou as-tu une façon de te mettre dans cet état-là Parce que je vais te dire, le truc que j'ai, là encore une fois, c'est bien pour moi, mais c'est pas bon pour mon entourage proche. C'est que je suis quelqu'un, alors d'absolument pas rancunier, alors ça c'est bien pour tout le monde, mais je suis un vrai poisson rouge. C'est-à-dire que je vais m'adapter, je vais m'intéresser et mon cerveau va intégrer ce qui est extrêmement intéressant. Et sur le moment, tu peux me demander ce que j'ai mangé ce matin, je m'en souviens déjà plus. Tu vois, donc le fait de pas vivre dans le passé, de pas se souvenir, il y a des fois je vais avoir un petit down parce qu'il y a un truc qui va me stresser, qui va me voilà. Mais ça va passer. Tu regardes toujours en avant. Mais c'est même pas volontaire, c'est juste que je suis fait comme ça. Donc si tu veux être négatif, j'ai cette chance-là, moi, j'ai la chance, puis tu sais qu'en vieillissant, tu commences à avoir plus de décès que de naissances autour de toi. Et j'ai cette chance-là d'être capable de me dire, écoute, là, on est une poussière dans la vie, là, dans l'univers. Tu peux pas perdre ton temps à être malheureux, à chouiner, à brailler pour rien. Enfin, moi, c'est quelque chose qui, je peux pas. Ça vient m'impacter quand autour de moi, ça ronchonne ou ça va là, parce que je me dis, non, on est bien, on est en bonne santé, tout va bien, tout le monde est heureux, tu sers à quelque chose, en l'occurrence dans notre métier, et puis les enfants vont bien, madame va bien, enfin, il est où le problème là? C'est une belle approche. Dernière question. Qui va gagner la Coupe cette année? Est-ce que le Canadien de Montréal a une chance? Je l'espère.